Aujourd'hui, d'après l'INSEE, assez évidentique qu'un candidat à l'emploi issu de l'immigration a 40% de chance en moins d'aboutir, quelle que soit son origine ou son sexe. Pourtant, aujourd'hui, les discriminations raciales n'ont jamais été aussi importantes dans une période de crise et où un vote FN est à 25%. Comment aujourd'hui mettre en place le CV anonyme dans les entreprises? Comment se fait-il qu'il n'est toujours pas en vigueur? Comment se servir d'un entretien d'embauche pour convaincre un recruteur de ne pas discriminer? Comment rendre une entreprise vertueuse? Et que signifie finalement le CV, le label diversité? La Maison des Potes a convoqué le gouvernement devant le Conseil d'État pour lui imposer de prendre un décret sur le CV anonyme. Si nous avons été contraints de le faire, c'est parce que depuis 8 ans, on nous a expliqué que ça semblait compliqué de le mettre en œuvre et qu'il était urgent d'attendre. Plus on avançait de la date où le projet de loi allait finalement être débattu, puis finalement le gouvernement a déjà commencé à reculer. Oh là là! Dans les discussions pour l'instant, ça ne passera pas le CV anonyme. Donc, dans la dernière proposition de loi le projet de loi qui allait être déposé, il n'y avait plus le CV anonyme. Donc c'est passé déjà presque par dépit, par inadvertance. La gauche arrive au pouvoir, et la gauche arrive au pouvoir avec un programme défendu devant les adhérents du Parti Socialiste en 2011 qui s'appelait Égalité réelle, dans lequel il y avait le CV anonyme, et après dans le programme du PS pour les élections législatives, il y avait le CV anonyme. À nouveau, les syndicats disent oui, bon, on a autre chose à faire. C'est pas si important que ça, c'est vraiment pas notre tasse de thé, votre histoire, là, l'égalité à l'emploi. Nous, on s'occupe des gens qui sont déjà dans l'emploi. Dans l'entreprise, vous êtes subordonné. Si vous avez l'illusion dans l'entreprise qu'il y a l'égalité, vous allez vous planter tout le temps, toute votre vie. Vous savez, le MEDEF avait fait il y a 3 ans un colloque sur la soumission librement consentie. Quelle était l'idée? C'est en disant vous êtes soumis, ah ben vous n'avez pas besoin de droit. Tandis que si vous êtes subordonné, la contrepartie c'est le code du travail. Celui qui mythifie l'entreprise, c'est un illusionniste. Il fait du vent. Parce qu'il n'y a rien à voir entre le boulanger et le CAC 40. Pourtant la boulangerie est une entreprise, le CAC 40 aussi. Mais en France, pour connaître les entreprises, il ne faut pas dire vive l'entreprise, ça n'a pas de sens. Parce que vous avez en France 1000 entreprises de plus de 1000 salariés. 1000. C'est la dernière exigence de Pierre Gattaz, c'est licencier sans motif. Licencier sans motif, c'est terrible par rapport à la bataille qui était là. Parce que quand vous licenciez sans motif, ça veut dire vous dites à quelqu'un dehors, et je n'ai pas à te dire pourquoi. C'est la fin de la dignité de la personne humaine dans l'entreprise. C'est ce qu'il avait voulu faire pour les jeunes avec le contrat première embauche. Ça ne durait que 2 ans, mais c'était on peut te virer sans explication. Pour ceux qui disent que le CV anonyme est un outil compliqué à mettre en œuvre, ce n'est pas vrai. Une petite entreprise peut le mettre en place de façon manuelle, entre guillemets, en utilisant Word, avec un acteur qui serait indépendant et qui serait une sorte de plateforme de distribution des CV. Et puis, à l'échelle d'un grand groupe, on peut mettre en place ou acheter des logiciels d'anonymisation automatique. Je crois qu'il y a une question de fond par rapport au CV anonyme, c'est est-ce que effectivement, si on traite tous les candidats exactement de la même façon, si on est un jeune issu des banlieues et que l'entreprise veut peut-être mener des actions volontaristes sur ces jeunes issus des banlieues à compétence égale, bien sûr, il s'agit bien toujours à compétence égale, il ne s'agit pas de faire de la discrimination positive, et bien c'est l'anonyme, par son filtre égalisateur, va finalement écarter des candidats que l'entreprise voudrait peut-être avantager. Avec les nouvelles technologies, aujourd'hui, il y a des applications qui sont développées sur les téléphones mobiles, il y a des réseaux sociaux, alors peut-être plus pour les cadres, hein, certes, avec LinkedIn, il y a des un peu moins Facebook, il y a des salons qui permettent des rencontres entre les employeurs et les candidats, et donc le CV est de moins en moins le mode d'accès, je dirais, à un emploi. L'objectif de cette association, c'est de rassembler des entreprises. Donc il y en a 130 aujourd'hui,
essentiellement des grandes, mais nous avons également des PME, nous avons des TPE, nous avons des ministères, le ministère de l'Intérieur, nous avons des employeurs à la fois privés et publics qui ont compris que discriminer était antisocial, mais surtout anti-économique. C'est ça, si je dois vous faire le pitch. Et que donc, l'engagement qui est la lutte contre les discriminations est un engagement important, avec des contraintes, avec des injonctions que je ne remets pas en cause. Mais il y a une autre voie qui est possible et qui est complémentaire, c'est comment être sur le versant ensoleillé qui est la promotion des différences. Comment nos différences, que ce soit des gens d'origine, de cultures différentes, d'âge, de sexe, avec une différence, comment ces différences doivent non seulement intégrer les entreprises, mais elles sont la richesse de l'entreprise. Parce qu'une entreprise qui est composée de gens de même culture, de même formation, de même âge, est une entreprise qui va mourir parce qu'elle est dans la reproduction, dans le clonage, elle n'innove pas, elle n'est plus créative, elle n'est plus ouverte au monde et elle n'est plus à l'image de ce qu'est notre pays. Et c'est cette diversité qu'on a décidé de mettre au cœur du dispositif. Et l'Association française des managers de la diversité a pour vocation de faire la promotion de toutes ces différences, d'accompagner les managers opérationnels pour leur faire reconnaître que ces différences est une chance pour eux, pour les former, pour les sensibiliser à leur biais inconscient et parfois conscient. Parce que sincèrement, je ne pense pas qu'on soit dans un pays foncièrement raciste de manière, on va dire, volontariste, même s'il y a une montée des extrêmes. Je suis allée à la rencontre du MEDEF et j'ai demandé à me mobiliser sur ces sujets. Je n'allais pas aller voir un syndicat, j'étais chef d'entreprise. Aujourd'hui, est-ce que l'outil CV anonyme est un bon outil? En 2006, lorsqu'il a été demandé et évoqué dans la loi 2006, c'était un outil qui avait toute sa résonance et toute son importance. La France, les entreprises ne recrutent plus aujourd'hui, les entreprises achètent plus qu'elles ne recrutent. Il ne faut pas aller sensibiliser les recruteurs qui ne recrutent plus, il faut mieux aller sensibiliser les acheteurs, les donneurs d'ordre qui, eux, sous-traitent, délocalisent, achètent de la ressource. Moi, je suis dans une société de conseil en informatique. Oui, mais je suis quand même obligée d'expliquer le contexte. Pourquoi le CV... Je ne vais pas vous dire oui ou non le CV anonyme, ça n'a pas de sens. Alors moi, je suis... Le CV anonyme, moi, je pense que c'est un outil aujourd'hui, en 2014, qui est un outil que les entreprises doivent pouvoir utiliser, qui ne doit pas être une contrainte réglementaire. Parce que je pense qu'il vaut mieux convaincre que contraindre. Par contre, je pense que pour la population qui est visée sur ce CV anonyme, moi, j'irais même jusqu'à dire qu'il ne faudrait peut-être envisager des quotas. Donc, je vais même beaucoup plus loin parce que le CV anonyme est inefficient. Comment vous allez demander 8 ans après à un jeune de faire le déni de sa personnalité, de son identité? Ça veut dire qu'on lui retire toute son identité pour passer le premier filtre et ensuite comment il arrive? Avec une cagoule dans la salle de l'entretien, il continue? C'est pas ça, il faut travailler sur la déconstruction des imaginaires auprès des DRH, les sensibiliser, et pourquoi pas, comme on a mis en place des quotas pour l'apprentissage, on a mis en place des quotas pour les personnes handicapées, pourquoi on n'envisagerait pas des quotas? On l'a fait pour les candidats, les jeunes dans les zones urbaines sensibles, il y a eu un plan d'action de recrutement. Moi, je pense que ce serait plus efficace, parce qu'aujourd'hui, un des autres critères de discrimination, mais qui est prégnant, c'est la formation, c'est le diplôme. Aujourd'hui, le passeport dans l'entreprise, c'est le diplôme. Et aujourd'hui, un jeune qui a fait une université, on ne le recrute pas parce que l'université aujourd'hui n'est pas bankable dans les entreprises. Il vaut mieux favoriser l'alternance. Donc pour moi, le CV anonyme, si je devais terminer, c'est un outil, mais qui ne doit pas être mis sous une forme d'injonction réglementaire. Il faut par contre être capable de mettre un principe, par exemple, de labellisation, parce qu'aujourd'hui, il y a des moyens de faire reconnaître l'entreprise dans la manière dont elle valorise cette diversité. Et aujourd'hui, on a eu vraiment des résultats avec la charte de la diversité, avec le label diversité, sur lequel les entreprises se sont engagées beaucoup sur le handicap, beaucoup sur les femmes, et toujours pas sur les personnes issues des quartiers. Une entreprise dirait tout de suite, mais écoutez, alors déjà que j'en veux pas sur le principe d'égalité, vous voulez que j'en prenne en plus de cette dose-là? C'est totalement
absurde d'imaginer que quelqu'un qui ne veut pas de quelqu'un d'autre va dire, je vais en prendre une dose supplémentaire. Donc faisons-lui respecter l'égalité, parce que l'égalité, lui, n'importe quelle entreprise est obligée de dire qu'il y adhère à l'égalité. Mais dans l'idée qu'on ne va pas contraindre les entreprises à faire plus pour ceux qui ont moins, on est vacciné. On est vacciné sur l'idée de contraindre une entreprise à faire plus pour ceux qui ont moins. Ça n'existera jamais. Atteindre l'égalité est un horizon tellement inaccessible que on verra si on fera plus. Quand les socialistes ont dit, enfin les socialistes ou tous les républicains, hein, on va faire les zones d'éducation prioritaires. Ils ont fait croire aux Français qu'on allait donner plus pour les enfants des ZEP. Les rapports de la Cour des comptes disent 47% de moins pour un enfant des ZEP de l'Académie des Créteil par rapport aux enfants de l'Académie de Versailles. Bon, 47% de moins. Nous, on a un rapport national qui dit 30% de dépenses en moins pour les enfants des ZEP par rapport aux enfants des autres écoles. On ne va pas laisser les entreprises avoir la liberté de choisir s'ils veulent ou pas être dans la promotion de la diversité, parce que ça veut dire qu'il y a un tout petit échantillon d'entreprises qui vont dire « mais moi, j'ai envie de faire un geste de générosité pour des jeunes des quartiers », et ça représente une infime proportion des entreprises. Nous, ce qu'on veut, c'est que la totalité des entreprises respectent les principes d'égalité, et pour ça, il faut réglementer. Seuls les cabinets de recrutement, les agences d'intérim et autres, et les grandes entreprises ont un registre des candidatures. Elles l'ont de fait, personne ne leur a imposé, elles l'ont. L'idée, c'est que dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés, il y a un registre des candidatures pour que s'il y a une contestation sur l'idée qu'on a été traité de manière égale, comme le prévoit la loi sur le CV anonyme, on ait un moyen d'aller vérifier. Par contre, la personne qui est en entretien, elle a sa force de conviction pour casser les préjugés du recruteur. Et si on dit qu'il faut travailler à convaincre les recruteurs de ne plus avoir de préjugés, qui est mieux placé que le candidat lors d'un entretien pour lui convaincre de faire tomber les préjugés? En créant des conditions d'entretien, on multiplie les occasions de formation des recruteurs à la non-discrimination. Ils auront à chaque fois quelqu'un qui va les former et dire « oh, voilà, monsieur, vous aviez un préjugé sur les Mamadou? Je suis Mamadou, j'ai fait Sciences Po. » Il y a 4 fois plus de discrimination, on a 4 fois moins de chances d'être convoqué en entretien pour un diplômé, Bac plus 3, 4, 5. On a beau avoir mis Sciences Po. Non, Sciences Po, ça passe. On a beau avoir mis Sciences Po. C'est l'université qui passe. Non, on a beau avoir mis Sciences Po, et même à égalité de l'université, la réalité, elle est facile, elle est factuelle. On a des promotions d'étudiants qui font le même Master 2, qui font la même année de Sciences Po, on a la comparaison tous les jours, et ils disent, voilà, on a envoyé nos CV. Moi, j'ai envoyé 40 CV, j'ai 2 entretiens. Moi, j'ai envoyé 4 CV, j'ai 4 entretiens. Comme le disait Alain, une base de données de recrutement, elle a des onglets compétences, expérience, qualification, identité. Sur une base de données d'un site, d'un logiciel de recrutement. Cacher l'onglet identité, ne permettre au recruteur d'avoir accès à l'onglet identité que s'il met un code, d'accord? Taleo, Airflex, etc. Les gros fournisseurs de bases de données de recrutement les ont créés, ces logiciels. Donc c'est possible. Avoir un système d'anonymisation avec des CV universels, entre guillemets, où on cachette comme ça automatiquement, d'accord? Ça existe. Les expérimentations telles qu'elles sont faites par des entreprises qui l'ont fait depuis des années, elles sont très efficaces. Et elles permettent de faire rentrer, le patron de Norcis en témoigne de manière très claire, ils permettent de faire rentrer des vieux, des Noirs, des Indiens, des Arabes, dans des entreprises dans lesquelles ils ne rentraient jamais avant. Et ces entreprises, donc, comme le disait Soumia, elles ont gagné en compétitivité d'une manière extraordinaire depuis qu'elles ont passé au CV anonyme. Vous pouvez vous baigner dans une atmosphère idéale dans l'entreprise dans laquelle vous êtes quand même subordonné. C'est-à-dire que la rupture du contrat dépendra de l'employeur et pas de l'idéal qui est le vôtre. On ne peut pas dire qu'il y ait égalité dans l'entreprise. Elle est organisée pour n'être pas égale. C'est la définition d'une entreprise. C'est un lieu d'exploitation, c'est pas un dancing, l'entreprise. C'est un lieu d'exploitation. Le salarié, il vend sa force de travail. L'employeur achète la force de travail. Le salarié essaie de la vendre le plus cher possible.
et l'employeur de l'acheter le moins cher possible. Et donc, pour équilibrer ce système, il y a des lois. Ceux dont on discute contre la discrimination, ou ceux dont on va discuter pour quantité d'autres choses. Quand on me dit la crise, c'est que les entreprises ne peuvent pas embaucher, je suis toujours étonné qu'on soit passé, depuis la crise, de 600 000 stagiaires à 1 600 000 stagiaires. C'est-à-dire qu'en fait, les entreprises ont donc besoin d'une main-d'œuvre, mais à condition de ne pas la payer. Alors je donne un exemple, par exemple. Dans les entretiens d'embauche, il est interdit de demander des choses qui n'ont pas trait à l'activité professionnelle. Ça, c'est le code. Si vous demandez à une femme, avez-vous des enfants? C'est interdit. Parce que si vous demandez à une femme si elle a des enfants avant de rentrer, il va y avoir une discrimination si elle a 2 ou 3 enfants, parce que le préjugé est qu'elle va être moins présente à cause de ses 2 ou 3 enfants. On sait très bien que c'est l'argument qui fait qu'il y a 27% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes. Mais c'est mieux quand il y a un interlocuteur en face de l'employeur qui est dans l'entreprise, qui est protégé et qui peut dire non, stop, là ça va pas, discrimination. C'est quand même le chemin le plus naturel que la République ait inventé. Puisque notre Constitution dit dans son préambule que tous les salariés s'expriment par l'intermédiaire de leurs délégués. S'il y avait plus de délégués, si les seuils sociaux étaient plus bas, s'il y avait des droits syndicaux plus développés, nous aurions moins de discrimination. Oui au CV anonyme comme une obligation dans les entreprises, ou alors, si l'entreprise ne mettait pas en place le CV anonyme, eh bien, elle aurait une garantie, elle devrait garantir que ces pratiques ne sont pas discriminatoires. Et pour moi, selon moi, il existe plusieurs manières de garantir qu'une pratique de recrutement n'est pas discriminatoire. Formation obligatoire, ça me paraît être une évidence. Deuxièmement, si l'entreprise ne met pas en place le CV anonyme, elle doit avoir révisé ses processus de recrutement. C'est-à-dire qu'elle doit avoir écrit ses pratiques, comment ça se passe concrètement, quelles sont les méthodes de contrôle. Il faudrait aussi que l'entreprise puisse mettre en place des audits indépendants. Alors, vous savez peut-être qu'il y a aujourd'hui un label diversité qui est décerné par l'AFNOR. Donc vous avez un auditeur, comme pour différentes normes qui existent aujourd'hui en France, et qui vient vérifier que les pratiques de l'entreprise sont satisfaisantes. Mais ça peut être aussi un auditeur indépendant. Quatrième point, comme garde-fou, et pour garantir que l'entreprise ne discrimine pas, il faudrait mettre en place, et c'est déjà en voie, mettre en place des cellules d'écoute dans les entreprises. Eh bien, un salarié qui se sent discriminé, eh bien, il a la possibilité d'appeler un service externe qui généralement est assuré par une société d'avocats. Par exemple, en France, vous avez Allo Discrim. L'information, comme elle me paraît nécessaire. L'écriture des pratiques, c'est aussi une façon d'acter quelque chose. Bon. Moi, j'ai une formation de thérapeute, je sais que les cellules d'écoute, c'est du pipeau, quoi. Je veux dire, non, il faut le dire tel que, pour moi, c'est réellement du pipeau. On est dans une démarche de consensus. On essaie de se dire, et souvent il y a l'impulsion du président, du dirigeant, des dirigeants comme Claude Bébéard chez AXA, comme Jean-Paul Bailly, ce sont effectivement des humanistes, ce sont des gens qui ont eu une vision. Et moi, cette vision, je l'ai aujourd'hui. Je pense que l'entreprise, elle peut avoir un intérêt général, elle peut avoir une action sociale. On a quand même une obligation, nous les entreprises, d'avoir un quota de 6% de personnes en situation de handicap. Personne n'y arrive. Personne n'y arrive depuis tant d'années. Alors, pourquoi ça progresse? Pourquoi ça progresse? Ça progresse parce que l'État aussi participe à mieux former les personnes en situation de handicap. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne voit pas arriver d'étudiants handicapés. Les gens ont des contradictions. Et un jour, ils réalisent leurs contradictions. Ils réalisent l'absurdité de leurs contradictions. Les gens qui discriminent, en fait, à titre personnel, ils vont se dire « Mais moi, je ne discrimine pas pour des raisons personnelles. Je discrimine pour du business. J'ai pas de problème avec telle ou telle communauté. Elle travaille d'ailleurs dans mon entreprise. Mais ça ne va pas le faire de les envoyer chez mes clients. » Le gars, il recrutait les filles à condition qu'elles soient africaines et qu'elles ne sachent pas lire. Dans l'entretien, quand la fille disait « je sais lire et je sais écrire », il ne la prenait pas. Parce qu'il prenait la fille pourvu qu'elle ne sache pas lire son bulletin de paye. Et sur le bulletin de paye, il mettait LS
à la place de HS. Heures supplémentaires a été remplacé par lit supplémentaire. Et donc il payait le lit 0,28 centimes d'euros le lit. Alors qu'il fallait 10-15 minutes pour faire un lit, au moins, j'avais calculé à l'époque pour les besoins de la cause. Mais le gars, c'était un conseiller du MEDEF. Il était conseiller prud'homal à Paris pour le MEDEF. Il n'y avait pas de soupçon, une seule seconde, qu'il avait une discrimination à l'égard des femmes de chambre africaines. Mais il a peuplé des dizaines et des dizaines d'hôtels. Mais là, ça vit toujours. La grève a eu lieu. Il y a un film qui s'appelle On a grévé. Le CV anonyme, 8 ans après, ce n'est pas un outil, ce n'est pas quelque chose où il faut donner une nouvelle contrainte réglementaire. Il faut travailler sur tout ce qui a été fait, travailler auprès des grandes entreprises. L'enjeu d'image, lorsqu'une entreprise est condamnée, et on l'a vu, je pense que Louvretel ou autres, si elles sont condamnées, elles se mettent en ordre de marche. Donc c'est vrai qu'il faut manier le bâton et la carotte. Moi, j'ai la carotte, si vous voulez. Donc, si on a passé du temps, première génération, deuxième, troisième, quatrième, on y arrivait tout à l'heure, hein, la quatrième, et que les choses n'ont pas avancé, est-ce qu'à un moment donné... Non, je parle... De l'entreprise. De tout le monde. Je parle de la société, de la République, si vous voulez, avec ses salariés et ses entreprises. Allez, on est tous dans le même bateau. Allez, hop. Donc, pourquoi, à un moment donné, on n'est pas... Il n'y a pas un traitement, il n'y a pas une égalité de traitement dans l'instauration de règlements que les citoyens n'ont pas les moyens de refuser. Et pourquoi vous, à chaque fois, et maintenant je montre à l'entreprise, on cherche à mettre en place des pratiques, des cellules. Et tout à l'heure, c'était, monsieur, je voulais l'interpeller, juste audit de pratique.